évoquer le rôle du Canada dans ce dossier haïtien. Notre invité, bonjour Jacques Lumarque. Bonjour Monsieur Ponge, content de vous entendre. Recteur de l'université privée Quisqueya à Port-au-Prince, à l'origine du partenariat entre cette université et le monde des affaires. Vous avez rencontré la semaine dernière la délégation canadienne qui a été envoyée en Haïti, la deuxième après celle du mois d'octobre, composée notamment de Bob Rae, l'ambassadeur du Canada à l'ONU. Quel a été votre rôle auprès de cette délégation et quel est le message que vous avez tenu à faire passer? Il faut dire que Sébastien Carrière, l'ambassadeur, il connaît notre université. L'ambassadeur du Canada en Haïti, je précise oui, pour nos en auditeurs. Haïti, ouais, Sébastien Carrière. Ouais. Il sait qu'on a fait des choses qui sont susceptibles d'inspirer, disons, la recherche de réponses pour les acteurs politiques. Je pense que la délégation canadienne voulait disposer, à mon avis, d'un plus large spectre de points de vue pour comprendre la crise haïtienne et aussi déterminer la meilleure manière d'aider les Haïtiens à sortir de l'enfer dans lequel nous vivons depuis quelque temps. Et tout ça, pardon, je vous coupe, mais c'est vrai que tout ça aujourd'hui est au cœur du dialogue politique sur lequel il faut insister. Ce dialogue est central, a bien dit l'ambassadeur du Canada à l'ONU. Est-ce que vous avez le sentiment justement que cette idée est partagée par tous en Haïti et que cela avance concrètement en ce sens? Haïti est déjà passé par là lors de nombreuses crises antérieures, du premier coup d'État d'Aristide en 1991, son retour en 1994, le deuxième coup d'État en 2004, la transition 2004-2006. Il peut sembler que les Haïtiens n'ont pas une culture de dialogue, le sens du compromis. Mais je suis plutôt enclin à penser que lorsque ces crises surviennent, c'est parce que les acteurs en position de force ont été tellement à l'extrême dans le mal causé à la société qu'il reste une très faible marge de manœuvre pour trouver une intersection commune avec la partie adverse. C'est pour ça que notre histoire est tellement remplie de coups d'État, de rébellions, de révolutions. Mais pourtant, c'est la voie à suivre, c'est du dialogue. Quant à la communauté internationale, moi, je suis souvent étonné de ce que j'appelle son impotence, de son incapacité à comprendre la complexité haïtienne et à prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, nous sommes à bout. Ces visites donc peuvent aider à mieux apprécier le terrain, à écouter d'autres types d'acteurs, à apprécier la qualité humaine qui est derrière les postures politiques ostentatoires et aussi à montrer, en quelque sorte, préparer la voie des rencontres internationales plus productives dans lesquelles les questions qui sont abordées pour être plus en résonance avec les problèmes d'Haïti. Mais le Canada qui justement a pris la main dans cette crise haïtienne du point de vue de la communauté internationale vante une nouvelle approche. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que cela peut déboucher sur du concret selon vous? Comment est-ce que, globalement, vous jugez l'attitude et l'initiative canadienne? Écoutez, la question du dialogue, elle est centrale. Et c'est pour ça que l'ambassadeur a insisté là-dessus, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire. Car aujourd'hui, personne n'a la légitimité pour s'occuper du pouvoir. Montana n'a pas plus de légitimité que Ariel Henry, il faut donc dialoguer. Mais il y a aussi une autre conception derrière que c'est important de souligner. J'ai déjà entendu dire que toute action de l'international dans la crise, y compris la possibilité d'aide étrangère, exige un accord politique comme condition préalable. Pourquoi une telle exigence? Pourquoi? Mais c'est vrai. Je crois que plus d'un ici craint que la stabilité qui peut résulter d'une amélioration de la sécurité pourrait avoir pour effet de stabiliser le pouvoir du Premier ministre actuel. Mais je pense qu'après 18 mois d'échanges infructueux pour une nouvelle transition, il faut séparer les deux problèmes. Il faut tout de suite agir vite sur la question sécuritaire. La première préoccupation de tous les Haïtiens, mais aussi en l'accompagnant d'une coopération pour remembrer notre système judiciaire, redonner vie aux tribunaux, les rendre capables d'organiser un procès pénal, ce qu'on n'a pas fait depuis 5 ans. Il faut réduire le champ d'impunité et paver la voie pour des élections. Je crois que c'est ça qui est l'enjeu principal maintenant. Mais du point de vue politique, est-ce que le dialogue doit passer avec Ariel Henry tout en le laissant au pouvoir tel qu'il l'est aujourd'hui? Est-ce que cela doit se faire sans lui? Qui doit discuter? Est-ce qu'on est plus proche d'un accord qu'on ne l'était il y a quelques mois encore? Comment est-ce que vous voyez tout cela, vous, Jacques Lumarque? Question très difficile, M. Paul. Je crois que on n'est pas forcément proche d'un consensus parce qu'on peut continuer à tourner en rond. Mais maintenant, j'ai dit, s'il y a une personne aujourd'hui en Haïti, sur la scène politique, capable de créer les conditions pour un vrai dialogue, c'est le Premier ministre actuel, Ariel Henry. Parce qu'en somme, c'est lui qui doit céder quelque chose, c'est lui qui a donné. Il a reçu en héritage une condition qui s'assimile à une condition de monarque. Si le type est à la fois président et Premier ministre, il n'y a pas de parlement pour contrôler le pouvoir exécutif. Et aussi, il est face à un système judiciaire délabré, incapable de faire quoi que ce soit contre la gangrène de l'impunité. Si M. Henry ne parvient pas à comprendre cela de lui-même, eh bien, ceux qui l'ont nommé
ou je ne sais pas la gage de qui il tient encore debout, à mon avis, ils sont tenus de le lui faire comprendre. Il faut l'amener à trouver un terrain d'entente dans un délai donné. Il faut une input de la communauté internationale qui va dans cette direction. La communauté internationale, États-Unis comme Canada, qui pousse toujours vers des élections. Est-ce que cela vous semble un objectif tenable, un objectif à atteindre sur le court, le long terme? Votre avis là-dessus? C'est vrai que les élections sont peut-être le meilleur mécanisme pour permettre à la société de trouver des solutions pérennes à la crise actuelle, aux différents défis. Et j'entends souvent l'expression au sein de l'équipe Montana de transition de rupture, avec un agenda de transformation radicale de l'État. Mais ce n'est pas la tâche d'une gouvernance de transition. Donc il faut des élus. Il faut des élections à tous les niveaux. Et ce sont les élus dépositaires d'un mandat populaire qui sont habilités à mettre en place des solutions pérennes et conduire les réformes fondamentales dont l'État a besoin. Par conséquent, oui pour des élections, mais qui ne sont pas décidées par l'OEA ou un syndicat d'ambassadeurs. Une des élections des Haïtiens peuvent voter partout et dans laquelle chaque vote compte. Il faut donner aux Haïtiens l'opportunité de se tromper en faisant de mauvais choix. Donc, la priorité, c'est de travailler à créer les conditions pouvant garantir de bonnes élections. Ça veut dire quoi? La sécurité d'abord. Ensuite, un conseil électoral crédible, un processus transparent qui doit réduire la marge de malfaisance des tenants du pouvoir et des possibilités de manipulation d'étrangers. C'est ça la voie à suivre. Et ça, cela va dans la direction que prennent aussi le Canada, les États-Unis, qui œuvrent à sanctionner les personnes qui ont des liens avec les gangs, des personnes corrompues ou pas? C'est vrai que les sanctions ont créé une sorte de désarroi parmi les élites politiques et économiques aussi. Le message qui a été envoyé, c'est que la communauté internationale n'est pas prête à accepter comme un fait accompli la culture d'impunité qui a été implantée dans la société haïtienne. Cet exemple, à mon avis, est opportun, efficace. Il crée les conditions pour un nouveau type de dialogue. Cela étant, à mon avis, les sanctions sont une arme à double tranchant. C'est une avenue ouverte aussi sur la négociation ou le chantage politique. Peut-être le moment, à mon avis, pour le gouvernement haïtien de prendre le pas pour remettre en condition de fonctionner notre appareil judiciaire de façon à pouvoir mobiliser l'action publique en haut et l'air des sanctions adoptées. C'est la seule façon de pouvoir nous-mêmes ne plus dépendre d'autres pour venir mettre de l'ordre chez nous. Et elles ne sont donc qu'un premier pas, ces sanctions. Jackie Lumarque, recteur de l'université Quisqueya, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.